Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Classic Show. Une émission littéraire? Non, non. Une émission culinaire? Ah, ça se pourrait. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classic Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classic Show sur ta radio. Alors, vous êtes prêts? À table. Ah, j'aime ça. Ah, ils le font tous maintenant, ça y est, vous êtes. En plus, j'ai remarqué quand même, c'est le côté musicien, il y a le contre-champ, il y a la quinte, la tierce. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, vous ferez à table, d'accord? À chaque fois. Ok. D'accord. Ah, bah, d'abord, c'est ça ou Monaco, donc. Non, on va faire à table alors. On fera à table. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le Classic Show avec toute l'équipe qui vous accompagne. On commence à faire concurrence, les gars, à l'équipe. Je crois qu'ils vont être obligés de déprogrammer. Ah ouais, l'équipe, ils commencent à se poser des questions. Mais s'inquiète. Ouais. Et j'ai entendu dire que. Il paraît qu'ils doivent le déprogrammer parce qu'ils sont en même temps que nous. J'ai entendu dire que Dave Apadou t'avait contacté parce qu'il va venir avec nous. Donc ils sont en train de s'inquiéter. Avec nous ce soir pour parler du sport local. Elle est de retour, elle nous a manqué. C'est vrai, hein? Elle nous a manqué. Ça fait vous aussi. Oui, deux émissions. C'est Nathalie, la touche féminine, la touche charme de l'émission. Bonsoir tout le monde. C'est un peu notre Karine Galli, quoi. Oui, c'est vrai. ça. Voilà, qu'ils nous la prennent pas, quoi. Donc, ça. allez, Non, ça risque pas. fan de Monaco, toujours avec nous, toujours présent. Monaco qui commence à sentir le goût de l'Europe. C'est notre cher Mika. Salut Mika. Bonsoir à tous. Le spécialiste des beaux titres. Ce soir, vous allez voir, vous avez des chroniques avec des titres exceptionnels. C'est Thierry. Salut Thierry. Bonsoir. Et puis bien sûr, lui, c'est un fan de cycliste. Pourtant, il vient en scooter, mais c'est un fan de cyclisme. Ouais, c'est du deux roues avec un moteur. Hein, Des fois, il paraît que le scooter tombe en panne et il arrive quand même à... Je pédale. Il pédale avec le scooter, faut le faire. C'est notre cher Pascal. Ouais, salut Jean-Luc et bonsoir à tous. Ouais, moi aussi je fais. Mais désolé, c'est parce que je suis un peu malade donc. Oui. Bah, écoute, c'est ce changement de température. Il fait froid le matin, il fait chaud l'après-midi, c'est compliqué. Vrai. On démarre tout de suite avec les résultats locaux. On a eu deux émissions sans résultats locaux. On a essayé de faire un peu des trucs, mais on n'a surtout pas voulu s'immiscer dans ton travail. Non, mais vous gérez tellement le reste. Ouais, c'était une catastrophe. T'étais pas là et c'était ingérable. On a juste parlé du tir à l'arc, mais ce soir, non. J'ai raté ça, quel dommage. Oui. Écoute, tu sais que les gens nous téléphonent, hein, ils nous disent, vous parlez du tir à l'arc ce soir? Tu rigoles ou quoi? Mais j'aimerais bien alors j'ai réussi à avoir quelques résultats un peu plus que d'habitude, c'est déjà bien, mais il y a des sports où je n'ai rien. On lance un appel désespéré. On lance un appel. Les clubs locaux qui nous les envoient. Ouais, qui nous les envoient, ça pourrait être sympa. C'est pas faute de demander. Hein. Oui, c'est vrai qu'on les demande toutes les semaines, mais bon, c'est compliqué. Donc justement, qu'est-ce que tu as... Alors on y va. Menton basket. Alors pour ça, j'ai toujours les résultats. C'est vrai que là, t'as tout le club. Là, j'ai tout le club. Juste avant, oui. on remercie bien sûr ceux qui nous rejoignent, dont notre fidèle Fabrice Ursini. Salut Fabrice qui ne rate pas un Classic Show. André de Péménade, André qui est notre technicien FM. De quoi? De Péménade? De Péménade. J'y étais hier. Et ben lui, André à Péménade, c'est notre technicien FM. C'est lui qui nous a installé l'antenne FM à Castillon. Donc coucou le technicien FM. Et c'est celui qui va continuer dessus. J'espère que t'as pas joué contre lui, que tu l'as pas battu, parce que sans ça, il va couper l'émetteur. Non, là il est coupé pour l'instant. C'est vrai. Mais peut-être bientôt une belle surprise. Allez, on continue. On commence par le Menton basket. Donc le club, j'y arriverai. La catégorie, ça va aller. La catégorie U11 équipe 1 s'incline à Carrosse 46-10. Les U13 1 aussi chute au Careil face à Antibes 31-35. Les U15 premières défaite à Cannes 106-45. Là, ça fait mal quand même. Oh la vache. U15 2 s'impose au Careil face à Golfe Juan 55-45. Les U20 victoire au Careil face à Beaulieu 75-69. Et la Nationale 3 tombe au Canet 87-66. Voilà pour le basket Menton. Le foot, Étoile de Menton. Pour le tournoi de Pâques qui a eu lieu d'ailleurs à Roquebrune. Tout à fait. Voilà. Il y avait des catégories, c'était des petits bouts. Donc U6, ils ont fini 5e du tournoi. U7A, vainqueur du tournoi. U7B, 11e. U8A, 5e. U8B, 7e. U9,
5e, U10 4e, U11 5e, U13 médaille de bronze 3e, U13B 9e. Donc U6, ça veut dire qu'ils font des équipes avec des petits de petits gars, 5 ans, première 5 ans. C'est les premières catégories. Ouais, ça doit être sympa. C'est rigolo. Moi j'ai mon petit-fils qui en fait, c'est très le miel et les abeilles. Ouais, c'est très Il y a le miel et ils vont. Voilà. Mais c'est sympa à voir. Foot sur Roquebrune, match des U16 en division 2, victoire 8-2 contre FC Cimier. Ouais, belle victoire des U16. Et la réserve se déplacer à Puget-Thénier pour affronter FC Valais-Var-Vert. Elle a perdu ses repères, elle a du mal. J'ai du mal ce soir, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Faut que tu te remettes un peu dans le bain. Tu manques d'entraînement. C'est ça. Ça fait un mois. C'est ça le niveau. Ouais. Tu coupes deux semaines, c'est fini. Tu coupes un mois et c'est mort. Terminé. Donc la réserve, ils ont gagné 3-1. Tout à fait. Bravo Mika. Merci. Belle Toujours victoire. en course pour la montée. Menton handball, la victoire des U17 contre Vintimille-Bordighera, 22-17. Le foot, Monaco les grands cette fois-ci. Oui. Monaco a battu Lorient 3-1. Nice s'incline à Brest 1-0. Et Thierry, le basket. On va y revenir. Le basket Monaco bat Fos-sur-Mer 98-83. Et je voulais. Alors toi, j'étais en train d'écouter ce que tu disais et j'ai dit mais je vais lui mettre un carton rouge. Pourquoi ? Monaco, Nice et Marseille, non, t'en parles pas ? C'est pas local. C'est pas local. Ah non, Marseille. elle a raison, c'est pas local. D'accord. On arrête à Nice. C'est méridional mais pas local. D'accord. Bon, on reste dans le 06. D'accord. Monaco c'est pas le 06. Dans le 13. Et puis en plus, elle a du tact Nathalie parce qu'elle sait qu'on va dans les grandes largeurs, n'est-ce pas ? Voilà. Après je parlais du Rolex, mais je pense que tu vas en parler. Absolument. Donc je laisse ça. On va en parler. Voilà, et on va reprendre. Vas-y, quand on va parler du Rolex, Fabrice Ursini, vous savez que c'est le responsable de la sécurité du Rolex ? Ah ouais ? Vous savez pas ? Non, c'est le responsable de toute la sécurité. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Il va confirmer normalement. Allez. Et je voulais parler de Bruno Mamone, notre petit Bruno qui a recommencé, ça y est, il a recommencé le championnat italien. Et mercredi soir, il n'y aura papa à l'antenne. Voilà, on lui souhaite plein de belles choses et puis on tiendra au courant de l'évolution du championnat. Voilà. Bonne reprise, surtout que bonne reprise à Bruno. Bruno, on le suit et effectivement, moi j'ai vu ce week-end, il a eu des petits soucis. Ouais, mais c'était la première. Voilà, en fait, il est monté d'un niveau, donc c'est un niveau beaucoup plus compliqué. Ouais. Et effectivement, et puis il a eu quelques mois d'arrêt aussi suite à blessure. Il a touché au niveau dessus, il a vu que c'était quand même costaud. Donc, mais c'est ça le haut niveau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un caractère de battant, de gagnant, donc et il lâchera rien. On aura d'ailleurs son papa mercredi soir à l'antenne qui viendra nous parler de plein de choses, son périple au Maroc où il est parti faire une ça fait 2 ans qu'il part avec sa femme. 4x4 humanitaire, il viendra nous parler, puis surtout de l'extrême qui se prépare pour cet été au mois de juin. Allez, ça te manquait le jingle ? Ouais, vas-y. Classico sur Fréquence Méditerranée. À table. On va parler. C'était tout à l'heure. Alors non, juste chef d'un secteur de contrôle. Bon, moi je vois, tu vois, c'est bien. Franck, non, juste chef d'un secteur de contrôle. Je pensais qu'il était responsable de toute la sécurité. Mais bon, en tout cas, il est chef. Mais on va parler de lui pour la sécurité. On va parler de lui. Il finira la sécurité. Alors on parle tennis. On va parler donc du souci à se faire avant Roland Garros pour les Français, bien sûr, je suppose. Oui, mais pour Djoko aussi. Hein, et Djoko aussi. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors déjà, il y a eu le Rolex Master. Justement, Djoko. 8e de finale, au revoir. Ouais. Il a été battu par Lorenzo Musetti, qui est 21e à l'ATP, un Italien. Il y a pas mal d'Italiens qui arrivent, attention. Hein, ils ont été dans le trou pendant pas mal de temps. Puisqu'on parle des Français, mais les Italiens aussi, et ils étaient surtout qu'il y a quand même une colonie italienne très forte. Mais ils ont notamment Yannick Sinner qui est arrivé en demi-finale, et qui est. Alors, comme j'ai marqué là, alors Djoko n'a pas passé les 8e parce qu'il a été battu par Lorenzo Musetti, lui-même qui a été battu donc par Yannick Sinner en quart de finale, qui lui-même a été battu par Holger Rune en demi-finale et qui lui-même a été battu par Andrei Rublev en finale. Donc en fait, Djoko, il est tombé dans la série où tout le monde aurait dû le toller, puisque, même si un match ne ressemble jamais à un autre match. Mais c'était. Bon, je trouve ça marrant. La finale, on ne pensait pas qu'elle allait se terminer comme ça. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'autre menait. Il était parti. J'ai pas suivi. 1-7-0 et 4-1, puis il s'est écroulé. J'ai pas suivi. Ça, tu sais, le tennis, il faut toujours aller puiser au fond de soi-même. Il n'y a jamais rien de perdu. Même 6-0, 6-0, 5-0 et 0-40 sur ton service. En même temps que vous lancez, il y a des choses qui me reviennent au fur et à mesure. Déjà, je m'excuse auprès de nos. Je m'excuse, chers auditeurs, on a failli annuler l'émission. On a failli annuler parce que ce soir nous n'avons pas Jade. C'est vrai. Et on n'a pas
le bonjour de Jade. On est inconsolable. Et c'est dur à comprendre. C'est dur. Je sens qu'on nous repassera. Elle nous écoute de la République dominicaine là? Je pense pas. Il y a 6 heures de décalage. Allez, on revient en replay. En plus, à 8h du soir ici, là-bas, il fait nuit noire totale, je vous le dis. À 4h de l'après-midi, déjà, tu vas flipper. Alors, on a une info qui tombe sur le Rolex Master. Voilà, Fabricioni, édition record avec plus de 140 000 spectateurs. Oui. 140 000. Et pourtant, il manquait pas mal de têtes d'affiche. Il manquait notamment Alcaraz, Nadal. C'est pour ça que par rapport au titre qu'on a, par rapport au titre qu'on a indiqué, c'est que Djokovic, il avait quand même un petit boulevard pour faire, parce qu'il a déjà gagné 2 fois. Mais apparemment, il est plus trop dans le coup sur la terre battue. Et à mon avis, tous les jeunes qui poussent derrière, après la pas de bon augure. C'est éprouvant. C'est différent de notre surface, ouais, bien sûr. Non, mais il a quand même gagné des titres sur la. Même Medvedev, mais là quand même je pense qu'il va avoir du mal moi. Pour Roland Garros il faudra compter sur les noms qu'on vient de vous aligner là parce que... J'en reviens pas quand on dit ici. Là je regarde le chiffre 140 000 spectateurs. Tu te rends compte la masse financière commerciale que ça fait dans le coin? C'est toujours Monaco, ça attire. Les hôtels, il paraît que les hôtels Montonnais, les hôtels Roquebrune ils étaient pleins. D'ailleurs on a vu, on pouvait pas se garer. Et puis quand tu voulais sortir de Monaco vers 18h, 18h30, c'était pas la peine. Pressé parce que fallait passer en drone. Non, c'était noir de monde. Mais tous les parkings étaient complets. Moi j'ai dû aller mardi à Monaco, il n'y avait pas un parking pour pouvoir se garer. Ça attire toujours. Allez, un petit coucou à Fernand, un petit coucou à Franck qui nous rejoint. Donc du souci à se faire pour Roland Garros, c'est ça que ça voulait dire? Pour Djokovic. Pour Djoko. Vous n'avez pas marqué Djoko? J'avais pas précisé? Non, tu as pas marqué. J'ai dû l'oublier. Bon, après tu m'as tellement de choses. Une erreur de parcours, ça peut arriver. Des fois, j'ai vu même où j'habite, alors c'est pour te dire, ça devient compliqué. Oui, après Djoko, dans les grands rendez-vous, en général, il se rate pas. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a toute une équipe de jeunes qui arrivent et c'est jamais le même qui a le leadership. Donc c'est casse ouvert quand même. Parce que de Roublev à Medvedev, les noms m'échappent, Tsitsipas, etc. Il y en a un paquet qui peuvent prétendre gagner Roland Garros. Alcaraz qui peut prétendre gagner Roland. Oui, qui sera là, Roland Garros, certainement. Nadal aussi, je pense. Medvedev qui a déclaré qu'il déteste la terre battue. Il déteste même être sale, il a déclaré en interview. Après, t'as des profils de joueurs qui aiment une surface plus que l'autre. Moi, je pourrais pas, je crains le. De quoi, la terre battue? Pourtant, c'est super de jouer. C'est une des surfaces les plus nobles. Avec Mika, on s'était inscrit exprès pour jouer sur la terre. Au club de Roquebrune, justement pour jouer sur la terre battue. Moi, j'arriverai juste à une condition, c'est que quelqu'un soit là pour me nettoyer mes chaussures à chaque fois. C'est pour ça que j'allais avec Mika. Tu sais qu'à l'époque où je faisais du tennis, moi je pense que je devais être le seul qui ne glissait pas sur terre battue. J'avais pas compris qu'on pouvait se laisser glisser. Medvedev aussi a dit ça, je n'arrive pas à glisser sur terre. Allez les amis. Après moi je faisais un petit peu comme dans le dessin animé, tu sais, dans les virages, pour récupérer mon rythme et mais je suis un trublion. Les amis, on revient à nos moutons, 19h12, donc on passe au rugby féminin. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Effectivement, j'adore ce titre. Le rouleau compresseur français qui ont explosé. Ah mais ils ont explosé tout le monde. Ils ont fait 3 matchs contre l'Italie, 22-12. Bon, ça encore. C'était un bon score, mais ça passe. À l'extérieur. On a été battre l'Irlande chez eux, 53-3. Mais quand même, finir sur l'Écosse. L'Écosse, là, ils en ont pris autant. Et l'Écosse, 50-0. Alors carrément, 58-0. Ah non, 58 à... Qu'est-ce que je raconte? Non, il y a eu 55-0. 55-0. Donc, en fait, il n'y a que 3 équipes qui peuvent prétendre faire quelque chose. C'est la France, l'Angleterre, parce que l'Angleterre, de son côté, a fait exactement la même chose. Ils ont battu l'Écosse 58-7, l'Italie 65-7 et le Pays de Galles 31-5. Mais ils sont redoutables, les Anglais, on le sait depuis longtemps. Et après, il y a également le Pays de Galles qui n'est pas mauvais. Et on rencontre le Pays de Galles chez nous la semaine prochaine, je crois. Ça, c'est pour le tournoi des 6 nations féminines. Donc on est bien. Il ne faut pas oublier non plus petit grand chelem qui se prépare. Mais les Anglais, ça va être compliqué. Les Anglais sont très très forts. Mais il ne faut pas oublier que quand la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu il y a quelques mois en arrière, en Nouvelle-Zélande, on avait fait un match de poule terrible contre les Anglaises où franchement on était passé à ça. Et après, on a failli battre la Nouvelle-Zélande qui a été championne du monde chez elle. On a perdu d'1 point que si le demi d'ouverture, elle met son drop. On battait la Nouvelle-Zélande qui a quand même gagné la Coupe du Monde. On a une équipe très sympathique en rugby. Franchement, ça joue vraiment bien. Moi je suis assez surpris parce que je connaissais pas du tout le rugby féminin, pour tout vous dire. Moi c'est grâce à toi que je l'ai connu, je peux pas te mentir. Quand on parle ici, mais je te jure que j'ai regardé le match et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que honnêtement c'est pas bourriné, ça joue quoi. Il y a du jeu. On marche pas sur des disciplines en sport féminin, mais on est quand même performant dans quasiment tous les domaines. Handball, tout ça. En foot on est bien. En basket. En foot avec l'arrivée d'Hervé Renard, il se passe ce que j'ai raconté moi personnellement. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs.
c'est que je trouve que l'équipe de France, elle commence à voir vraiment, elle est beaucoup moins naïve qu'avant. En tout cas, sur les 2 matchs qu'elle a fait, elle m'a paru, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, plus tranchante. Elle me paraît moins naïve, parce qu'on a eu souvent des occasions, mais et encore, il nous manquait Katoto et Katidiatou Diani, c'est un peu compliqué à dire. Mais on a réussi à faire vraiment un bon truc, hein, donc c'est bien. Il faut la suivre cette équipe de France. Ouais. Et en rugby, et en foot. Voilà. Allez, donc on a Dan Citron qui nous rejoint. Enfin Dan, t'attendais depuis tout à l'heure, j'étais là. Dan, j'étais pressé que t'arrives, Dan. Qu'est-ce que tu fais? Il nous écrit bonjour toute l'équipe, on refait l'émission. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On refait l'émission qui nous plaît à tous. Voilà, on refait l'émission, effectivement. On a Dan Citron et Fernand Lucas toujours sur Fréquence Méditerranée. Fabrice aussi maintenant. Oui, tout à fait. Allez, on parle MotoGP avec Tiens, revoilà Quartararo. Ah oui, il arrive pas. Enfin, il lance sa saison, on va dire. Un podium. Il a fait son podium, il finit 3ème. On est déjà là. Mais c'est déjà bien. Il lance sa saison. Oui, enfin, parce que bon, c'était compliqué. On est déjà à la 7ème course de la saison. Oui, il était temps. Il est 7ème au général, ça va être compliqué. Non, c'est ce que je disais, il sera pas là pour le titre. Il y a toujours lui, il a abandonné. Il a fait une sortie de route et en fait, je savais pas d'ailleurs, comme la F1 maintenant, ils ont intronisé les courses sprint. Oui. Où tu fais une qualif, course sprint, pas fan. Grand Prix. Mais ça compte pour rien ou quoi? Ça te donne droit à En fait, c'est avant tout pour le spectacle. Voilà, oui, c'est que pour souvent, voilà, sur un mais la qualif est déjà acquise quand il y a la course sprint. Non, justement, la qualif donne l'ordre de départ pour la course sprint et la course sprint donne l'ordre pour la course. Pour le Grand Prix. Ah d'accord. En fait, voilà, comme ça enlève le départ du Grand Prix, c'est la course sprint. Alors. Ouais, mais je trouve que ça enlève l'intérêt de la qualif du coup. Bah oui, forcément, t'as moindri la qualif puisque c'est elle qui te donne ta position. Moi j'aimais beaucoup les qualifs, que ce soit en F1 ou en moto. J'aime beaucoup ce côté chrono. Et là, il y a moins d'intérêt. Ça reste encore fait avec parcimonie. Oui, tout à fait. Quelques courses, en moto, je savais pas. C'est peut-être la première fois. En F1 sur le calendrier, je crois que tu as 5 ou 6 courses sur 23, 24. C'est pour le spectacle. Voilà, en fait, c'est parce que bon, sur traditionnel, t'as de laisser le vendredi, de la qualif le samedi, la course le dimanche, et on va dire pour donner plus d'intérêt, mais plus aux spectateurs qu'à la course en elle-même. Oui, tout à fait. Voilà, c'est faire de la qualif le vendredi, une course le samedi, une course le dimanche. Ouais. Voilà, pour c'est plus dans cet objectif-là, quoi. Mais voilà, du coup, c'est Bagnaia j'arrive jamais. C'est dur, non, disons-le clairement. Qui a remporté la course sprint. Oui, qui a eu moins de chance puisque bon, il a sorti. Et il a sprinté dans le virage et il est parti tout droit et il a abandonné. Après Quartararo c'est bien parce que je crois qu'il part P7 au départ du Grand Prix. C'est ça, il fait un bon Grand Prix. Voilà, il remonte bien. De toute façon, il a lutté, ça n'a pas été simple. Il lutte, mais bon voilà. Il lutte parce qu'il a un déficit de vitesse. Et puis la moto elle est pas. Celui qui gagne il est sur Honda quand même, c'est pas une Ducati qui a gagné. Le père Rins là. Alex Rins. L'espagnol, après c'est bon, Quartararo il est assez loin, mais c'est assez homogène je trouve cette année. Tu n'as pas cette Grand Prix 1 qui marche un peu à l'instar de la F1 où tu as du Verstappen devant. Là t'as plusieurs vainqueurs de Grand Prix. Celui qui est en tête, le Bezeki, là il va falloir aller le chercher, il a déjà plus de 11 points d'avance sur Bagnaia. Bon après 11 points ça va très vite sur MotoGP, mais enfin il va pas se laisser faire, je crois qu'ils sont bien. Il y a Zarco, le petit français quand même là. On n'a pas Quartararo mais on en a un autre. Zarco il finit 7ème, je crois il est 5ème au classement général. C'est ça. Après Zarco il manque toujours sa victoire s'il a réussi à accumuler pas mal de podiums. S'il fait une victoire automatiquement il va remonter tout de suite. Mais même pour lui, pour sa carrière, ça fait quelques années qu'il est en MotoGP. Et il n'a jamais gagné encore. Il a fait pas mal de podiums, mais il n'a jamais réussi à gagner une course. Et il est sur Ducati lui aussi. Et c'est ce qui lui manquerait quoi. Mais c'est pas toutes les mêmes parce que en fait Ducati il y a un paquet de pilotes. En fait il y a Ducati officiel. Et après il y a des je sais pas comment on appelle ça exactement. C'est Pramac Ducati. Après mais c'est un peu comme c'est pas exactement pareil, mais comme en F1 tu vas avoir Red Bull et AlphaTauri, tu vois, c'est la même marque, ça s'appelle pas en pareil, mais c'est quand même le même. Des fois ils ont le moteur de l'année d'avant. Ils ont pas tout à fait les mêmes moteurs. Oui voilà, c'est ça. Puis ils sont réglés différemment en fonction de l'équipe. Oui aussi. En fonction du pilote. Aussi. Surtout en fonction du pilote. Aussi. Mais même si je pense quand même que dans ces sports mécaniques c'est très important le pilote, mais c'est quand même la machine. C'est un combo des deux, je pense, de toute façon. Clairement, si t'as un bon pilote sur une mauvaise machine ou l'inverse, ça marche pas. Oui, mais je pense que par exemple, je pense que cette année si tu mets parce que je pense que si cette année tu mets Russell à la place de Verstappen, je pense qu'il écrase le championnat. Oui, bien sûr. Après
le pilotage, oui, le facteur numéro 1, c'est ta machine. La machine. Après, oui, le pilotage, c'est ce qui va t'apporter le. Je tiens à dire que Dan Citron t'a repris, visiblement, Zarco est 3ème au classement. Ah, il est 3ème. Voilà, on a des auditeurs. Sur le classement hier soir, l'équipe magazine, il est 5ème. Pourtant, moi j'ai 5ème. Général, je parle du général. Au général, j'ai Zarco 5ème avec 44 points. Ah, ça, Pascal, fais attention parce que l'autre jour, tu sais pas à jour. Dani, s'il te plaît, vérifie le. Il y a Bezeki 64, Bagnaia 53, Rins 47, Vinales, un espagnol. You wash it. J'ai Zarco à 44. Et un petit coucou à Maë qui nous suit aussi du coup maintenant régulièrement. Maë, oui, fait tous nos fidèles auditeurs. Et puis c'est bien parce qu'il y en a qui rectifient. Quand on dit une bêtise, ils sont là et rectifient. Ouais, il faut. Et voilà, donc tu vois, c'est ça qui est génial. Ils ont le choix entre l'équipe à la télé sur le canal 21 ou nous. Et ben, on est une émission interactive. Et voilà, c'est Maë ou Noé? C'est vrai que quand tu as l'équipe, il n'y a personne qui te répond. Voilà, non, c'est clair, parce que nous, il répond, tu peux intervenir, tu peux poser des questions. On va parler de roues. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Ça revient déjà d'en parler. C'est ce que j'allais dire, c'est comme si MotoGP avait 4. J'ai pas fini ma phrase. On va parler de roues avec des pédales. Sans moteur. Et je vais vous lire le très beau titre qu'on m'a écrit sur le conducteur. Dans la famille Pogacar, je demande Tadej. Oui. On demande tous Tadej. Voilà. Parce qu'à mon avis, autant Verstappen, il trust le championnat qui est presque déjà plié, on a l'impression. Et j'ai quand même malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, parce que c'est un immense champion, mais toi qui es spécialiste du vélo, je pense quand même que là, Pogacar, il est en train de marquer les esprits. Sur le début de la saison, c'est peut-être le coureur qui s'est le mieux représenté, voilà, qui a levé le plus de fois les bras. Là, en fait, donc c'était l'Amstel Gold Race, la course de hier. Profil un petit peu vallonné. Il a attaqué dans la dernière côte. Et comparaison, c'est une course où tu dois boire de la bière. C'est possible. Tout à fait. Oui, c'est ça. Vous savez pas? Ouais, bien sûr. Après, tu mets ce que tu veux dans ta gourde. Non, mais Amstel, c'est de la bière. Amstel. Oui. C'est une course sponsorisée par la marque de bière Amstel. Certainement. Exactement. Ouais, donc en fait, le profil l'Amstel, c'est un peu on va dire du Tour des Flandres mais sans pavé, voilà, des petits monts, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est l'une des deux courses de préparation. C'est en Belgique ou aux Pays-Bas ça? C'est aux Pays-Bas. D'accord. C'est aux Pays-Bas et en fait ça fait partie des deux courses, une des deux courses en préparation pour Liège-Bastogne-Liège, qui arrive, le 4e monument qui aura lieu dimanche. Donc t'as l'Amstel Gold Race qui était hier, mercredi t'as la Flèche Wallonne et il y aura Liège-Bastogne-Liège dimanche. Cherchez pas Pascal dimanche. Vous savez où il est? Il est devant la télé. C'est marrant ce que tu dis en parlant des monuments, parce que dans le 4e monument, c'est Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Le 5e monument, c'est la Tour Eiffel. Donc ils vont escalader la Tour Eiffel à vélo, ça va être sympa ça aussi. Je sais pas comment ils vont faire, mais. C'est vrai. Le dernier monument, là, c'est un peu le dernier bloc, on va dire, de la première partie. 5e sur l'équipe, pardon. Il rectifie, 5e. Oui, non, 44 points. Il n'y a pas de problème, Dan, t'as le droit de te tromper. Ça m'est déjà arrivé une fois avec 12-13 Dave Apadou vient de téléphoner, il a dit ils sont trop forts, j'y vais pas là-bas. J'ai plus ma place. Un petit coucou à Noémie aussi qui nous rejoint. Après, pour ceux qui ont suivi, c'était aussi une belle course, toujours dans l'esprit classique, très débridé. Comme je dis à chaque fois, ça pète un peu à 60 km de l'arrivée. T'as eu le duel Pogacar avec Thomas Pidcock, le Britannique, un peu spécialiste du vallon, on va dire, course vallonnée, qu'il a lâché à une quinzaine de bornes de l'arrivée. Il est parti tout seul. Après, c'est du Pogacar en puissance. Faut pas oublier qu'il a quand même gagné Paris-Nice, qui est une course à étapes. Ça prouve qu'il est déjà encore dans le coup pour les courses à étapes. Et à mon avis, il veut prendre sa revanche. De toute façon, sa première partie de saison, ça va être c'est une franche réussite. Pogacar, Van Der Poel, qu'on peut aborder quelques minutes parce qu'il y a quand même Paris-Roubaix la semaine dernière, qui était le mais lui, sur des courses à étapes longues comme le Tour d'Italie ou le Tour de France, Van Der Poel, il peut faire quelque chose ou quoi? Pas sur un classement général. Non, il va gagner des étapes. Mais il monte pas. Il grimpe pas assez bien. Après, Wout van Aert, c'est pareil. Alors Van Aert, c'est un peu l'anomalie dans le peloton. Il grimpe, il me semble. En fait, lui, il fait tout. Il fait tout, il sprint, il grimpe, il contrôle la montre. Donc il peut être la montagne. Descendeur. Oui, mais en vrai, moi je pense que sur la longévité du Tour de France, il prendra la mi-temps. Je pense qu'il va gagner des étapes, mais est-ce qu'il sera là au bout? Oui, après tu prends un Van Aert, s'il veut gagner un grand tour sur 3 semaines, il faut qu'il se conditionne et qu'il travaille uniquement pour ça, et notamment de la perte de poids, parce que plus t'es lourd et plus en montagne, quand t'as du dénivelé, ça aide quand tu fais du sprint, mais en montagne c'est pour ça que j'ai arrêté le vélo.
Après, Van Der Poel sur un classement général, je pense pas. Après, on n'est jamais à l'abri. Hein. Si un jour il se dit, vas-y, je veux jouer un classement général, mais je pense pas trop. Voilà, c'est le genre de profil chasseur d'étapes. Hein, ça serait bien quand même ça serait bien que tout le monde se dise, comme l'année dernière, Vingegaard, qui s'est pas posé de questions. Personne l'attendait. Il y a été, et puis il a quand même réussi à le battre. Je veux dire, alors que Pogacar, il était loin d'être en méforme. Après, il est battable, hein, Pogacar. Moi, j'ai trouvé que ces dernières années, si tu veux, j'en avais l'impression que tout le monde se rangeait derrière la figure ultime qui devait gagner. Oui, c'est vrai. Quand c'était Froome, c'était Froome. Quand c'était Primož Roglič, bon, il y en a gagné qu'un seul, mais bon, c'était pareil. Les gars, allez-y, quoi, défoncez-vous. Heureusement que j'ai des spécialistes du vélo ici. Parce que, alors, vous avez vu, quand ça parle vélo, moi. Voilà. Après, t'as des surprises. L'année où moi, le seul truc que je connais dans le vélo, doit gagner le Tour de France, il le perd à la avant-dernière étape sur le contre-la-montre. Il se le fait chipper par Pogacar. On attendait pas. Pogacar l'année d'après, l'année dernière, qui se fait battre par Vingegaard. Voilà, alors qu'on pouvait attendre à ce niveau-là parce que l'année d'avant il fait deuxième derrière Pogacar justement. Mais l'année dernière c'était. C'est une encyclopédie du vélo. C'était c'est un passionné. Il a un peu défié les pronostics. Ça serait bien que ça soit un petit peu plus relevé parce que des fois c'est un petit peu embêtant. Dès la première étape de montagne, t'as presque l'impression que le classement général il est déjà établi. Après, faut tellement il y a des dominations qui. Après un grand tour, ça se joue sur 3 semaines. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Même si t'as toujours un favori. Tu peux avoir 5-6 minutes d'avance. Il suffit d'un jour, une défaillance, un jour, tu perds 30-40 minutes. C'est terminé. T'es foutu une chute, un problème mécanique au mauvais moment. Et c'est un peu. Et Froome dans l'histoire, il est où lui alors? Froome, c'est terminé. Froome, il a eu une chute en 2019. Tu crois que c'est uniquement par rapport à sa chute? Parce que je veux dire, l'année dernière, il a quand même fini à plus d'1 heure. Enfin, je veux dire, ça me paraît scandaleux. Le mec qui avait écrasé pendant 3 Tours de France. Moi, je me pose des questions. Il a eu une très grosse chute. Je crois que c'était Paris-Nice ou pendant l'entraînement de Paris-Nice. Et il s'en est jamais remis de cette étape-là. Il le fait le Tour de France là? Il va le faire? J'en sais rien du tout. Allez les amis, on va passer. Son dealer est en prison visiblement. Ouais, c'est ça surtout. On peut parler de Paris-Roubaix un peu ou on n'a pas le temps? On se sentait pousser des ailes. C'est où le bouton pour éteindre les autres micros? Ça c'est de la chanson. Non, la bicyclette. J'ai mis une chanson pour toi. C'est la bicyclette, t'as connu? Je peux pas mettre pied à terre. Allez, un petit peu, vas-y sur le Paris-Roubaix. Parce qu'on parle d'Amstel Gold Race. C'est quand? De quoi? Paris-Roubaix. C'était dimanche dernier, Paris-Roubaix. Ah bon? Eh oui. On en avait parlé en plus. Il a suivi. En plus, Mika il était chez moi et il me dit Pascal, t'as vu, c'est Van Der Poel qui a gagné Paris-Roubaix. D'accord. Mais bon, vu qu'il. Oui, mais voilà. Mais c'est vrai, comme on a un décalage d'une semaine, puisqu'on fait l'émission tous les 15 jours, si tu regardes pas, moi personnellement, j'ai pas trop regardé à part le foot la semaine dernière. Je veux pas que Paris-Roubaix avait. En fait, c'est tombé dans la semaine creuse en fait. On a pas d'émission le lundi, donc c'est un petit peu refroidi. Mais bon, Paris-Roubaix quand même, déjà épreuve française. Mais c'est qui a gagné? Je sais même pas qui c'est. Mathieu Van Der Poel. Ah d'accord. Donc 3e monument du cyclisme du calendrier entre je sais plus, le Tour des Flandres et Bastogne-Liège. Donc le profil qui part de Compiègne jusqu'à Roubaix, 256 km cette année. La rigolade. Avec 55 km de pavés. Donc pour faire le parallèle. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais il paraît qu'il y avait beaucoup moins de pavés que d'habitude parce qu'il y a les manifestants à Paris, ils en ont récupéré plein de pavés pour les foutre sur la gueule. Comme arme blanche, on a Dan Citron commente, il va donner une info, tu vas confirmer 46 km de moyenne. Oui, en fait, ça a été le Paris-Roubaix le plus. C'est ouf. 250 km, 46 km. Ça a été le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire. Ouais, c'est incroyable. Donc sur le parcours, tu as 55 km de pavé. C'est un peu c'est le même profil que le Tour des Flandres, mais quasiment tout plat en fait. Voilà, t'as du pavé, c'est pas le même pavé, mais ça reste du pavé. Sauf que t'as pas de dénivelé. Voilà, c'est un profil qui est quasiment tout plat. C'est les mêmes pavés que les CRS prennent à Paris. Les CRS prennent sur la tour. C'est à côté de Paris, Compiègne, partie côté de Paris. C'est là qu'ils font le stock. Voilà. Après, c'est peut-être la course sur le calendrier où
en plus d'être le plus fort, il faut quand même avoir de la chance et de la réussite parce que voilà, t'as énormément de chutes. Il y a des crevaisons, problèmes mécaniques. Il faut passer au milieu de tout ça, entre les gouttes, comme on dit. Et en fait, on attendait le duel Van Der Poel Wout van Aert qui a eu lieu jusqu'à 15 bornes de l'arrivée. En fait, il y a eu 2 points stratégiques dans la course. À moins de 100 bornes, t'as ce qu'on appelle le secteur, c'est la Trueda Ramberg, dont le nom est aussi hostile que le profil. Voilà, donc t'as les favoris qui ont anticipé à un peu moins de 100 km de l'arrivée pour entrer sur la Trueda Ramberg, dont Wout van Aert. On dirait un fromage. Van Der Poel, Christophe Laporte, justement, le Français qui avait bien anticipé. Et en fait, le peloton, il y a eu une grosse chute massive. Le peloton est rentré. Beaucoup de chutes. Quelques secondes, hein, ils ont anticipé de quelques secondes. Le peloton est passé après. Chute massive, ça a totalement désorganisé le peloton. T'as Dylan Van Baarle, le vainqueur l'année dernière, qui était out. Asgreen, qui est vainqueur du Tour des Flandres il y a 1 an ou 2, qui était out aussi. Donc en fait, à 100 km de l'arrivée, t'avais déjà. C'était épuré, quoi. 90% du peloton qui avait déjà perdu la course. Et Christophe Laporte qui crève justement en sortant de la Trueda Ramberg. Surtout qu'il vient de gagner une course, lui. Il en a gagné une. Il avait fait une sacrée campagne de Flandrienne. Et le deuxième point clé, ça a été le carrefour de l'Arbre. En fait, tu avais un Mathieu Van Der Poel qui était déchaîné, qui attaquait dans tous les sens. Qu'ils avaient réussi à s'isoler, Van Der Poel, Wout van Aert, les deux justement favoris. C'est Wout van Aert qui attaque dans le carrefour de l'Arbre, qui arrive à un peu distancer Van Der Poel, et à la sortie du secteur, donc il crève. Et au final, du coup, voilà, crevaison, c'est Van Der Poel pas grand-chose. Qui file tout droit et en solitaire vers la victoire. On peut l'applaudir parce qu'on a revécu la course. C'est pas on refait le match, on a refait la course. Donc son deuxième monument de la saison après Milan-San Remo pour Van Der Poel. On fait la course. On fait la course. Bravo mon cher Pascal de nous avoir. Pascal c'est passionné de vélo chez nous, vous l'avez bien compris. Alors juste une petite info. Alors moi j'ai un truc, moi je suis passionné de vélo. Je regarde l'équipe de France, j'adore voir la caravane avec Cochonou. Le Tour de France, pardon. Le Tour de France, pardon. La caravane. C'est la caravane et le Cochonou, la caravane. Moi j'adore aussi. À une époque, il y avait Yves Turner aussi. Je vois le départ, je vois l'arrivée et au milieu, c'est la sieste. D'accord. C'est le top, le Tour de France. Ah non, moi les étapes de montagne, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un compliment. Bravo Pascal. Moi j'aimerais bien aussi que Franck, vu que Franck nous écoute régulièrement, j'aimerais bien qu'il nous envoie le dimanche par SMS ou quoi, il nous envoie les résultats des courses à pied, des marathons, semi-marathons, des trails. Et comme ça, on pourrait les donner à l'antenne. Ouais, ce serait voilà. Mon cher Franck, mon cher Fabrice. Non, Fabrice, pas Franck. A dit Franck. Non, mais je me suis trompé. Parce que tu as des compliments. Bravo Pascal, bravo Pascalou. Les auditeurs commentent. Et donc Fabrice, si tu veux bien nous envoyer les résultats comme ça, nous on n'a pas à les fouiller partout, les chercher, et on donne les résultats ici chez nous. D'accord ? Ah oui, absolument. Voilà. À Marseille. Classico sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant de passer 19h32, on est toujours en direct, vous le savez, avec toute l'équipe du Classico, Mika, Thierry, Nathalie et Pascal. Et Pajade, oui, qui nous manque ce soir. Mais bon, on a failli aller. Alors oui, on a du public, on a Alexandra qui est avec nous ce soir. Sachez que si vous voulez venir assister à l'émission, être dans le public, vous pouvez, c'est possible. Hein. Bien sûr, voilà, c'est 75 €. On accepte entre 4 et 5 personnes dans le public. Une centaine, on les rentre. Ouais, remarque quand on fera les émissions de l'extérieur. Effectivement. Oui, absolument. Basket, la Roca Team donc verra les quarts de finale avec l'avantage du parquet. Oui, je m'explique. Pour les puristes qui connaissent pas. Basket. Alors s'ils connaissent pas, c'est qu'ils sont pas puristes justement. Oui. Voilà, l'avantage du parquet, c'est-à-dire que les quarts de finale se jouent sur 5 manches possibles. Les playoffs, ça s'appelle. C'est pas vraiment les playoffs, c'est les quarts de finale. Les playoffs, c'est après. C'est vraiment oui. Et là, en fait, donc il y a 5 matchs américain. C'est du n'importe Il y a 5 matchs possibles. Et donc, ce sont les 8 premiers qui se rencontrent donc, pour les quarts de finale, n'est-ce pas ? Le premier rencontrant le 8e, le deuxième le 7e, et les playoffs, il va rester 4. Voilà. Et nous, on a eu un coup de bol terrible, c'est que heureusement, au panier average, ça s'est joué. On a hérité du Maccabi Tel Aviv, qui est quand même une équipe de machines de guerre, il faut le dire, mais on a surtout évité le Partizan Belgrade qui, moi, personnellement, me foutait la trouille, parce qu'ils nous ont bien disséqué les 2 fois où on les a rencontrés, et en plus, ils sont venus, quand ils ont joué à Monaco, il y avait tellement de supporters qu'on pensait qu'on était à Belgrade. Je suis sorti, je parlais croate. Enfin, serbe plutôt. Serbe. Bon, après, c'est pas et donc, on a hérité du Maccabi Tel Aviv. On a hérité du Maccabi Tel Aviv. Il va falloir s'accrocher quand même. Mais on aura donc l'avantage du parquet, c'est-à-dire les 2 premiers matchs à domicile. C'est sûr que ça fait plus loin pour venir. Voilà. On en fait 2 en Israël. Et si éventuellement il y a 2-2, on fera la belle chez nous. Donc, c'est bien. J'ignore. Entre-temps, on a étrié Fos-sur-Mer hier après-midi avec Alpha Diallo qui a mis 30 points.
S'ils pouvaient nous faire la même chose contre le Maccabi mardi prochain, ça pourrait être pas mal. Ça serait pas mal. Voilà, on croise les doigts parce que la Roca Team là arrive vraiment dans le Money Time. Il y a la finale de la Coupe contre l'Asvel samedi. Ah donc ils sont en course pour un triplé encore. Ils peuvent faire un triplé, absolument. Et à mon avis, ils ont déjà fait un triplé ou pas? Jamais. Non, ils ont gagné l'Eurocup il y a 2 ans, le championnat non, jamais gagné. L'Euroleague ils n'ont jamais gagné non plus. Qui a jamais gagné le championnat? Monaco. Ils n'ont jamais gagné le championnat? Ils sont en tête, mais. Sérieusement? L'année dernière, ils marchaient très bien, ils se sont fait coiffer sur le poteau. Avec l'équipe qu'ils ont là depuis tant d'années, ils n'ont jamais gagné. C'est pas depuis tant d'années, ça fait que 2-3 ans que ça commence à être vraiment bien. Avant, c'était 4 ans quand même. Moyennas, mais là, par contre, là, maintenant, il y a du lourd, quoi. J'espère qu'on va récupérer Moneke parce que Shiba, il est blessé, donc apparemment, il devrait revenir. Mais ça joue, Strazel commence à prendre confiance en lui. Le petit Makundu, là, il dunk dans tous les sens. Et qui laisse James sur le banc, éventuellement. Voilà, mais moi je pense qu'il peut, voilà. C'est bien qu'il soit là quand même parce que voilà. Je pense que ça joue. Il joue beaucoup plus en équipe. Je sais pas si tu as remarqué quand même. Oui, forcément. Il a dû prendre une belle soufflette. Je pense qu'il a dû prendre cher. Lors de sa mise à l'écart. Voilà. Donc on aura peut-être des bonnes nouvelles de Monaco dans les jours qui viennent. Ça serait dommage qu'il s'écroule et que la baudruche s'explose juste à la fin. Parce qu'ils ont fait vraiment une belle saison tant en Euroleague qu'en championnat. Championnat, ils ont dominé depuis le début. Et là, c'est maintenant que c'est important. Ils vont faire les playoffs. Je sais pas contre qui ils vont tomber parce que je sais pas si c'est le même système que la Coupe d'Europe. Je suis pas certain. Mais c'est maintenant qu'il faut être bon. Parce que je pense que l'Asvel qu'on a battu 4 fois cette année et très largement, ils vont pas se laisser faire en finale de la Coupe. Vous allez voir ce que on peut gagner. On a largement je pense. Il vaut mieux être bon maintenant et être un peu moins. Enfin, c'est maintenant. Alors dans la rubrique basket, on est un peu chauvin à chaque fois parce que je suis en train de remarquer que je percute aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on parle basket, on parle que de Monaco, on parle pas des autres. Oui, mais parce que d'abord parce que nous on aime bien pas. Parce que d'abord c'est l'équipe numéro 1, en plus c'est l'équipe qui est juste à côté de chez nous. On est juste à côté. Voilà. On parle même pas de NBA parce que c'est compliqué, il y a tellement d'équipes là-bas, il faut suivre. Moi je dis, quand je prends quand tu vois quart de finale pour les résumés là-bas, c'est compliqué, puis il y a tellement d'équipes et puis ça bouge beaucoup en plus en ce moment. Les anciens comme San Antonio qui étaient très forts avant, aujourd'hui ils sont à la rue totale. Il n'y a plus Tony Parker, donc c'est Niji Ginobili et Tim Duncan, donc forcément c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que cocorico quoi, on parle de français, puis quitte à parler des Français, autant parler de Monaco, puisqu'ils sont excellents ici. Alors je vois les messages. Je vois pas qu'il a un problème avec Monaco. Je vois les messages de Franck et de Dan qui tombent, mais c'est vrai que c'est pas sport, c'est pas trop d'actualité ce soir. Voilà, donc c'est pas pour moi spécialement un défi sportif. C'est pas sportif, tant mieux que les jeunes s'éclatent, voilà, mais bon, c'est pas trop. Un défi sportif. Pas trop classique chaud. Voilà, c'est pas trop classique chaud, merci. Classique chaud sur Fréquence Méditerranée. On est arrivé au moment où on va parler football, bien sûr, on va vous parler équipe de France, on va vous parler Ligue des Champions, les résultats des championnats, et puis on va vous parler aussi, bien sûr, de l'équipe de France féminine. On va essayer de caser tout ça en 23 minutes. Et juste une petite chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, l'émission Classique Show devait tourner pratiquement essentiellement autour du football, puisqu'on est tous les trois vraiment bien branchés là-dessus, et Nathalie aussi, je pense. Au final, regarde que 60% de l'émission, on s'écarte un petit peu pour parler du cyclisme, donc on parle vraiment des choses qu'on considère comme les plus importantes. Donc on s'excuse auprès des fanatiques de la NBA parce qu'on n'en a pas parlé en basket. Oui, parce qu'il y a les playoffs en ce moment. C'est difficile de parler de tout. Mais il y a les playoffs de la NBA en ce moment. Voilà, mais on essaye de les gros résultats au travers des résultats français parce qu'on est un peu chauvin aussi. On démarrait tout à l'heure l'émission en se la racontant un petit peu, en rigolant, en se comparant à l'équipe, sachant que c'est vraiment de la rigolade, on se prend pas au sérieux. On dit ça à nos auditeurs parce qu'il y en a qui vont dire ça y est, ils ont le melon. On n'a pas du tout le melon. Et pour le coup, l'équipe parle que de foot. Voilà, donc l'équipe parle que de foot. Et surtout essentiellement, c'est 85% de foot. Et puis, parce que c'est le sport numéro 1. Et attention, c'est pas ça, c'est que l'émission dure 2 ou 3 heures. Donc, oui, aussi. Voilà, donc la note dure 1 heure. On pourrait faire 3 heures, on y arriverait largement. C'est bien de parler aussi un peu de tout. On pourrait parler de NBA, mais en 1 heure, c'est pas possible. Encore, regardez que ce soir, on a esquivé le tir à l'arc. C'est vrai. Vous avez de la chance. Oui, c'est vrai que ce soir. C'est dommage. Vous vous en tirez bien. Il est trop fort. Il est content. Là, c'est lui. Cette leg de merde, il est content. Dis-lui que tu es content. Je suis content, ça se voit. Les gens. Allez, on enchaîne avec le football, on parle, qui démarre Ligue des Champions. Mon cher Pascal, tu voulais nous parler de Ligue des Champions? Oui, la semaine dernière, il y avait le quart de finale aller, de la Ligue des Champions, avec quand même des belles affiches. Ah ben il y a des tendances qui se dessinent. Bayern a pris cher. Sur 4 équipes, t'en as quand même, enfin sur 4 rencontres, pardon, t'as quand même 3 équipes qui ont pris des belles options. Oui, clairement. Il y avait le choc Manchester City Bayern Munich. Qui n'a pas existé le Bayern.
oui, qui n'a pas existé. Après, bon, City l'emporte sur le score de 3-0. Je trouve que un peu sévère. Ouais, c'est un petit peu sévère. City pas Mécano passe un peu au travers de son match. Complètement. Oui, mais ça suffit pour faire la différence aussi. Ah oui, clairement. T'as le match qui s'est débloqué sur une frappe magnifique de Rodri pied gauche qui part pleine lucarne. Mais bon, c'est vrai que le score reflète pas forcément non plus tout c'est un petit peu sévère. Mais un petit peu sévère. Enfin, un petit 4-0 au retour pour le Bayern, ça va quand même être dur. Ça va être compliqué. Surtout cette année. En temps normal, c'est pas un problème pour eux. Mais là, cette année, disons que ça aurait été un Paris-Bayern, c'était possible. C'était possible. Je sais pas, à Paris, ça passe. 4-0, ça passe. Si ça pouvait être l'année de City, ça serait pas mal. Bah, en tout cas, je pense que ça sera soit City, soit le Real. Après, le Real encore présent. Voilà, le Real, ça reste le Real. Le Real en Coupe d'Europe, c'est incroyable. Encore présent. En plus, il parle de Guardiola à Paris, vous avez vu, il commence à titiller un petit peu. Donc, moi, j'y crois pas. Moi aussi, j'y crois pas. Allez, je pense que j'ai oublié de donner le titre, mais je le donnerai après. De la rubrique football. Je vais le donner après, t'inquiète. Tu nous as écrit encore un beau titre. Donc, le Real qui a battu Chelsea 2-0. C'est incroyable en Ligue des Champions. Ils ont fait le boulot. Bon, après, Chelsea cette année, c'est très très faible. Lampard, depuis qu'il est sur le banc, 3 matchs, 3 défaites. Oui, bon, après, ça reste dans la lignée de Chelsea depuis 3 mois. Depuis le début de la saison. Ils ont encore perdu ce week-end contre Brighton à domicile. Quand tu regardes l'équipe sur le papier, mais bien sûr. Oui, mais sacrée belle équipe. Après, Mercato, ils ont dû recruter 13 joueurs. Mais ça tourne pas, voilà. Il y a les joueurs, mais il n'y a pas le collectif. Du coup, il y en a qui sont pas qualifiés en Ligue des Champions, donc en championnat, il met Badiachil, Thiago Silva. En Coupe d'Europe, c'est Koulibaly, Thiago Silva. L'équipe, elle est pas stable. C'est vrai qu'il y avait Badiachil, il est là-bas déjà. Tout à fait. Du coup, t'as Milan qui a gagné 1-0 contre Naples. Surprise quand même. Surprise. C'était à Milan. À Milan, le match aller. Mais sachant qu'en championnat, ils en avaient pris 4 le week-end d'avant. Ça va faire court. À Naples. Naples, justement. Bon, ils ont roulé sur le championnat. Ils arrivent, on dirait qu'ils sont à bout de souffle. Et là, ça fait quelques matchs. Championnat. Depuis qu'Osimhen n'est plus là en plus. Ils sont un petit peu. Il va revenir, je crois. Là. Oui, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont moins clinquants que. Alors, est-ce que c'est un peu plus inquiet pour Naples? Est-ce que c'est un petit coup d'arrêt? Parce que bon, en championnat, il y a moins de. Et moi je me demande s'ils vont pas justement peut-être pas abandonner la Ligue des Champions, mais je pense que passer à côté du titre, ça serait vraiment une énorme. Ils ont 15 points d'avance. Voilà, il reste quand même pas tant de journées que ça. On est à peu près comme en France. 7 matchs il reste. Donc à mon avis, il faudrait vraiment une catastrophe. Oui, il faudrait une catastrophe clairement. Mais en tout cas, même en championnat, ça marque un coup d'arrêt. Un petit peu. Mais bon, en championnat, ils sont tellement loin que bon, il y a pas. Parce que là, pour aller jusqu'en finale, il reste 4 matchs. On enchaîne les amis. Je regarde l'œil sur la pendule et l'Inter qui a gagné 2-0 Benfica. Un Benfica que moi j'attendais un petit peu mieux quand même. Je vais pas mentir. Bon, après, l'Inter a eu un peu de réussite. Les gars, on est en quart de finale. 3 équipes italiennes quand même. Mais ça faisait des années, ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé, je crois. On parlait du tennis français, mais on peut avoir une demi-finale, on risque d'avoir une demi-finale 100% italienne. C'est l'année Inter Milan ou Inter Naples. Inter, ils ont pris une belle option. Oui, ils vont passer, je pense. Voilà, on dit c'est l'année de l'Italie, donc attention en Coupe du Monde de rugby. Oui, non, mais là on risque pas grand chose. Mine de rien, allez. Ils reviennent, ils sont pas si. On a les résultats qui tombent, vous voyez, tu vois, c'est qu'on a des auditeurs qui écoutent, on va les donner tout à l'heure avant la fin de l'émission. Il y a Fabrice Fabricioni qui nous met les résultats de course, on va en parler tout à l'heure. T'es sûr que c'est pas son deuxième prénom, Franck, parce que t'arrêtes pas de le dire. Non, c'est parce que j'ai Franck aussi dans le fil d'actualité sous les yeux. Bon, cher Pascal, encore en résultat de Ligue des Champions, tu voulais donner d'autres résultats? Demain, il y a les matchs retour. Match retour demain. Ah, c'est dès demain déjà. Chelsea Real et Naples Inter, et mercredi à Bayern City et Inter Benfica. Dire que demain je me tape du foot demain soir. Voilà, si ton mari aime ça, oui. Non, c'est mon fils surtout. Il est Inter à fond, donc. Une demi-finale quand même Inter. Viens pas chez moi parce que je regarde aussi. C'est beau, hein. Ça rappelle les grandes années du. Ouais, et puis à mon avis, l'ambiance à Milan va être juste exceptionnelle. Ah, bien sûr. Demi-finale Inter Milan, c'est incroyable. Ça va être chaud. C'est effectivement. S'il se qualifie. S'il se qualifie. Ça serait exceptionnel. City Real, alors du coup, l'autre demi-finale aussi. Ça devient une question. Est-ce qu'ils ont chacun leur stade? Non, il y a un tirage aussi. Non, c'est San Siro. C'est San Siro, c'est le match aller-retour là pour le coup. D'accord. C'est. Parce que des fois, dans la même ville, tu peux avoir 2 stades différents selon les clubs. Ça va être chaud. Ils ont le même stade. Je pense que c'est un match à aller voir. Quand on a un qui joue à domicile, l'autre extérieur. Donc pour eux, c'est pareil, quoi. Bien sûr. Ils séparent le stade en deux. Quand t'as Inter et Milan, tout le monde joue à domicile, sauf que bon, si c'est calendrier celui qui est censé recevoir, t'as plus de supporters d'un côté. Oui, c'est ça. Les supporters peuvent pas se voir en plus. Ah bah non. Ah bah là pendant 2 semaines, si c'est demi-finale, pendant 2 semaines c'est la guerre à Milan. Complètement.
Tu voulais nous donner d'autres résultats à part Non, c'est bon, après j'avais fait un peu le tour des championnats, alors, mais si vous voulez parler un peu d'autre chose. Non, vas-y, c'est moi qui vous donne le rythme, allez-y. Les championnats, moi j'ai 31e journée ce week-end, Paris qui a gagné 3-1 contre Lens, qui a pris quasiment une option quasi définitive. J'ai regardé le calendrier. Il faut quand même, même si le carton rouge qu'il prend, il est mérité. Il est totalement mérité, je veux dire. Mais ça change tout. Parce que Lens c'était vraiment bien. Et Paris, ils n'étaient pas à la fête. Oui, ils ont pris pendant 20 minutes. Ça a basculé complètement derrière. Alors, après, les buts sont magnifiques. J'ai regardé les calendriers des 4 équipes. Donc Paris, ils ont le calendrier. Paris, c'est fini. À moins d'une catastrophe. Ils ont un calendrier simple. Et après, par contre, le calendrier de Lens et Marseille est quasiment identique. Oui. Et Monaco qui a toutes les chances de finir deuxième. C'est la semaine prochaine. La belle bataille, ça va être entre Marseille, Lens et la deuxième place, c'est 3 parce que tu prends l'option Monaco qui balance ce week-end, qui remonte à 64 points, donc qui remonte. Et Marseille qui perd contre Lyon. Marseille qui perd, Monaco est devant. Surtout que Lyon, peut-être pas au goal average. Lyon, leur dernière chance. Ils sont pas mal. Lyon, leur dernière chance d'accrocher la Coupe d'Europe, on pensait que c'était la Coupe de France. Ils se sont fait sortir par Nantes en demi-finale. Du coup, il faut qu'ils fassent une fin de championnat canon s'ils veulent espérer une Coupe d'Europe. Finale de la Coupe de France, c'est quel week-end là? C'est la finale de la Coupe de France. Oui. Incessamment sous peu. Nantes-Toulouse. Incessamment sous peu. Non, c'est toujours tôt. Ça doit être début mai. Oui, ça doit être dans une semaine ou deux. C'est sûr. Ça arrive là. Allez, mettez-nous la date de la finale de la Coupe de France comme ça on la donne. En général, t'avais la finale de Coupe de la Ligue qui était en avril. Mais c'est fini, il n'y a plus la Coupe. Qui n'y est plus. Et en général, la finale de Coupe de France, c'était juste après la dernière journée de championnat. À noter quand même que Nantes, c'est quand même la deuxième fois d'affilée qu'ils sont en finale. C'est vrai. Dites les garçons. Nantes-Toulouse, oui, c'est ça. 29 avril. Voilà, c'est pas ce week-end, c'est prochain. Ils pensent peut-être à faire une nouvelle coupe, la coupe de France de la Ligue de la Coupe. Parce qu'il faut faire des matchs. Il y a de moins en moins de matchs. C'est comme la Ligue Europa Conférence. C'est vrai, c'est du grand n'importe quoi. Merci mon cher Pascal pour tous ces résultats. On parle équipe de France. On peut l'applaudir, il est magnifique. Pascal, il est à fond. C'est grave. J'ai donné PSG, Lens. Bravo Pascal. Enlève ta casquette, il y a les oreilles qui poussent. Pascal, c'est un pilier de l'émission quand même. Surtout en vélo. T'as pas fait de rugby toi? Non, mais je suis rien sans mon équipe qui m'entoure. Ça c'est gentil. Monaco qui est en pleine bourre là, moi je trouve, qui est pas mal Monaco. En pleine bourre, c'est un bien grand mot quand même, parce que la semaine dernière tu mènes 2-0 contre Nantes et tu te fais rejoindre, donc c'est un bien grand mot. C'est comme ils ont fait un match sérieux là. Oui, on fait un match sérieux. Ils sont là. Moi je le redis, j'espère pas qu'on finisse en Ligue des Champions. Donc pourtant en tant que supporter c'est rare. Non, je pense que l'effectif sera pas taillé l'année prochaine pour accrocher une place en Ligue des Champions. Oui, mais comme ça vous pouvez essayer d'égaler Marseille, 10 matchs à 10 défaites. En Ligue des Champions. Comme vous êtes caustique, monsieur Non, mais il nous faut 4 saisons d'affilée en Ligue des Champions pour faire ça, Jean-Luc. Nous en général, quand on va en Ligue des Champions, tu sais, on n'est pas ridicule comme vous. Oui, je sais. Bon, écoute, rien que parce que tu m'as dit ça, ça m'a énervé. Voilà, ça y est. Il fallait qu'il trouve un moyen de le sortir. Au Monaco, chez toi, il fait toujours chaud. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Donc, on a au moins ça. Alors, je ne sais pas si parmi nous ce soir, on a des supporters de Marseille qui nous écoutent. Ouais, sûrement. Il y en a 2 sur le plateau. Il doit y avoir mon cousin, il était au stade hier. Mon cousin, il m'a envoyé un. Allez, si on a des supporters de Marseille, marquez-le, je vous ferai une petite surprise avant la fin. On parle équipe de France, mon cher Mika, tu voulais nous parler? Oui, on n'en a pas parlé parce que maintenant ça date, du coup, on n'a pas du tout parlé du cas Brassard-Mbappé. Donc j'aurais bien aimé avoir l'avis parce que je pense que l'avis est très partagé. Enfin, pour moi, il est pas. Moi, je lui aurais pas. Pour moi, il est franc. C'est pour ça que je pense que j'aurais donné le Brassard. Je pense que même sur le plateau, on est partagé. Les avis sont tranchés, mais divergents. C'est ça. Le problème, c'est j'ai un avis, effectivement. Je n'aime pas du tout. Oui, on sait. On le sait. Il paraît que lui est au courant, d'ailleurs, il le sait aussi. C'est revenu jusqu'à ses oreilles. Mais il est vrai que c'est un très grand joueur, ça n'a rien à voir. C'est le personnage que j'aime pas. C'est pas le joueur de foot. Donc, en résumé, est-ce que tu lui aurais donné le brassard? Non, parce que je pense que c'est pas pour lui ce brassard. Il a une trop grande gueule et non, capitaine, tu peux pas dire ça. À quel moment il a une grande gueule? Mais tout le temps, il est tout le temps en train de la ramener à côté. Regarde, il fait beaucoup de com. Il est tout le temps. Moi, c'est le meilleur. Regarde, malgré tout, ça a joué, mais celui qui l'a ramené contre le Gret, c'est lui, quoi. Qui a fait que. C'est le seul qui a eu. Moi, je dirais que c'est le seul qui a eu le courage. Oui, non, mais c'est le seul qui a eu le courage et il connaît. Crois-moi, je pense que Mbappé sait quand il parle, il sait très bien
l'impact qu'il va avoir, mais même l'impact qu'il va avoir sur la France. Il en joue peut-être un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'il est arrivé à un tel niveau. C'est le jeu des médias. C'est ça qui me dérange. Il a un melon surdimensionné. Après, les médias sont demandeurs aussi. Par contre, je dis pas que, attention, c'est un très grand joueur et je suis content qu'il y ait l'équipe de France et les buts qu'il met, non, ça n'a rien à voir. Je sépare toujours. Tu vois, c'est comme un Platini, je l'ai adoré footballeur, sur le terrain, en dehors, c'est quelqu'un que je supporte pas en dehors. Des joueurs comme ça. Chacun peut avoir son avis. Mais Mbappé, moi j'aurais mis le brassard personnellement à Griezmann. Je pense qu'il était plus légitime, Griezmann, parce que déjà par rapport à son vécu en équipe de France, c'est presque une injure quelque part. Mais enfin, apparemment, ils se sont arrangés entre eux. Voilà. Je me demande si Griezmann a l'âme d'un leader foncièrement, en fait, honnêtement. Mais par le jeu qu'il fait sur le terrain. On n'est pas dans les vestiaires, les gars. On ne sait pas, parce que lui, c'est pas parce que on n'est pas dans les vestiaires. Peut-être que Griezmann dans les vestiaires. Autant s'il y avait encore Pogba. Peut-être je me serais dit Pogba est légitime, il a ce charisme de leader. Pour moi Griezmann c'est un soldat. Comme avec Simeone à l'Atlético, c'est un soldat. Griezmann, tu lui demandes de faire ça, il fait ça, tu lui demandes. Mais je le vois pas leader, Griezmann. Moi, si tu veux, par rapport à la génération qui arrive. La seule chose moi qui me gênerait, on en avait déjà parlé, mais moi j'aimerais pas qu'on confie vraiment trop les clés de la boutique à Mbappé, parce qu'à un moment donné, j'allais te dire la même chose, on donne trop d'importance. Voilà, parce que le gamin, il est quand même jeune encore, même si, bon, mine de rien, il a plus de 18 ans non plus, mais je veux dire, on lui donne tellement de choses. Alors, laissons-le faire son taf, parce que pour moi, il n'est pas dépositaire du jeu d'équipe de France. L'équipe de France doit jouer pour lui. C'est ça le différent. Et qui c'est qui joue pour lui, notamment, c'est Griezmann. Vous l'auriez donné à qui? À Griezmann. Moi, pour moi, par rapport à la jonction qu'on est en train de faire de génération, où il est en train d'arriver Colomboigny ou Upamecano, Konaté, tous les jeunes qui arrivent, pour moi c'est l'idéal Mbappé. Et puis après, alors là ce que vous dites, pour moi c'est encore une fois très français, parce que je pense pas qu'au Portugal, quand Ronaldo il a eu le brassard au Portugal, il va avoir 21 ans, ils se sont posé la question à se dire oui mais on donne trop d'importance. On a Kylian Mbappé, Messi il est capitaine de l'Argentine, Ronaldo est capitaine du Portugal. Pour moi c'est évident. On compare pas Messi avec après si tu avais donné le brassard à Griezmann, ça aurait pas été un scandale. Non, ça je suis entièrement d'accord avec vous. T'aurais une sorte de ne serait-ce que pour les deux, Mbappé aurait pu le prendre même après avec Griezmann. Les 2 ou 3 années où Griezmann, on sait très bien que dans 2-3 ans, il va progressivement laisser sa place. Vous êtes d'accord, mais et là Mbappé sera légitime. J'aurais pas crié au scandale, ça aurait été légitime aussi. Mais pour moi, c'est pas un scandale de donner Mbappé non plus. Non, c'est pas un scandale. Mbappé n'aura jamais tu disais tout à l'heure Messi, Mbappé n'aura jamais le palmarès de Messi, jamais. Il n'y arrivera jamais. On verra. Mais non, jamais. Il aurait pu l'avoir si on avait gagné la Coupe du Monde. Il y a encore quelques mois, Messi avait jamais gagné la Coupe du Monde. Il a 22 ans. Il a gagné il y a quelques émissions qui va battre tous les records. Non, pas les ballons d'or. Il faudrait déjà qu'il quitte le Paris Saint-Germain, ça serait une bonne chose. À Paris, ça sera compliqué d'avoir des ballons d'or. Ça c'est évident, Mais t'en sais rien, s'il marche sur tout le monde pendant 5 ans, il gagne 5 ans. Moi, honnêtement, la seule chose que je voudrais, si jamais il nous entend, c'est que ça ne vienne pas contrecarrer cette espèce d'appétit qu'il a et de fait dont on sait quand même que c'est certainement le meilleur joueur du monde actuel. Mais moi, je trouve que c'est ça. Voilà, il faut pas qu'il y ait trop de choses. Voilà. Justement, moi je trouve ça. Moi j'arrive pas. Maintenant, s'il arrive à tout gérer, il se donne pas de limite en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à le voir meilleur joueur du monde. Je sais pas pourquoi tout le monde dit ça. C'est qui aujourd'hui? Non, mais c'est qui dont je. Mais même un mec comme Haaland, il est meilleur que lui. Non, c'est pas le même profil de joueur. Haaland, il n'est que buteur. C'est pas le même profil de joueur. Pas comparer. C'est vrai que c'est un monstre dans son style. Je sais pas. J'ai un souci avec Mbappé. On en a pas parlé. Parce que c'est lui qui arrive quand les matchs sont figés, qui sont cadenassés, c'est lui qui arrive à être le déclencheur. La preuve contre le Bayern. Non mais les gars, on est en train de débattre sur un mec qui a mis triplé en finale de la Coupe du Monde. Excusez-moi, il y en a deux dans l'histoire qui ont fait ça. Il y en a deux qui ont fait ça dans l'histoire. Pelé et Mbappé, triplé en finale de la Coupe du Monde. Moi, enfin, je sais pas. C'est peut-être moi. C'est franchement encore une fois, c'est tellement français de. Enfin, on a un joueur comme Mbappé dans n'importe quel pays, ça serait Jésus en fait. C'est Jésus. Ronaldo, tu vois au Portugal, Ronaldo, tu te fais critiquer, tu te fais frapper dans la rue. Mais tu vois, c'est peut-être justement. J'aimerais le voir ailleurs, moi. Écoute, sincèrement. Dans un autre club. Mais ça, d'accord. Non, mais ça, d'accord. S'il faut dans un club. Moi, j'ai envie de le voir au Real. Avec Vinicius d'un côté, lui de l'autre, et Benzema au milieu. Là, excusez-moi les mecs, mais. Non, mais Benzema, il sera plus là. Non, mais moi, vous voyez ce que vous dites par rapport à Mbappé, j'espère pas que ça lui donne. Et moi, je pense que peut-être même pour lui, c'est un bien d'être capitaine de l'équipe de France. Et c'est une responsabilité peut-être. Je pense que c'était un peu trop. D'ailleurs, nos confrères de l'équipe ont fait un petit focus là-dessus. Si vous remarquez, il a eu le brassard et il a une action. Il met une passe d'ess à Griezmann d'ailleurs. C'était très symbolique. Et je suis pas certain moi que s'il est pas capitaine à ce moment-là, s'il frappe pas.
Tu vois, je me demande si le brassard va pas lui justement plus de responsabilité et plus peut-être moins penser à sa gueule, parce que quand t'es capitaine tu dois quand même un peu plus penser à l'équipe. Écoute, complètement. On demande à voir. On verra. Parce que l'équipe de France démarre pas mal dans honnêtement, si ça lui fait du bien et que finalement il est au niveau de la mission qu'il lui est confiée, à un moment donné, qu'est-ce qu'on lui demande de plus au minot? Non mais c'est ce que je disais il y a 30 secondes. Qu'est-ce que vous lui demandez de plus à un moment? Il se fixe pas de limite, justement, il va être toujours plus haut, toujours plus loin, marquer l'histoire. Par contre, à Haaland, donnez-lui les clés pour le faire. Je fais une petite parenthèse à Haaland, quand même. Haaland qui peut battre le record absolu des buts en première ligue. Il est à 38, il est à 38 et le record, je crois que c'est 32. Il a égalé le record de Salah ce week-end, 32 buts. Et je crois qu'il a 3 buts de Andy Cole et à 5 buts de Shearer. C'est pour ça, on verra, mais je te dis, je sais pas pourquoi on le voit. Bon, il y en a plein qui mettent comme moi, il a le melon surdimensionné, effectivement. Mais c'est pas faux. Il nous reste 5 minutes d'émission. On a oublié le truc. Jamais content. Les amis. Donc à la limite, on s'en fout qu'il a le melon. Non, dis pas les amis, je suis énervé. Non, on n'est plus tes amis. Dis pas les amis, dis pas les. C'est tellement fini ça, c'est terminé. Les Argentins ils se demandent si Messi a le melon. Le mec qui se fait tatouer Messi. D'ailleurs c'est un joueur argentin qui s'est fait tatouer Messi sur lui-même. Oui mais tu peux déjà au foot tout le monde. Moi j'ai tatoué le nom de ma femme. Prenez-le comme vous voulez. Alors une question, faut-il sauver le soldat Galtier? C'était dans. Ah oui c'est vrai que pour finir c'est un scandale. Sacrée histoire. Par contre foot femme vous n'avez pas parlé. Oui, putain, on n'arrive plus. On aura pas le faut choisir. Ça nous fera un sujet. Il faudra faire des émissions d'une heure et demie. Donc, faut-il sauver le soldat Galtier? Moi, je le sauve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est aberrant. Déjà, je vais pas faire mon politicard, mais déjà, on va lui laisser la présomption d'innocence. Déjà. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'il parle. Moi, je pense que ça serait sorti avant. Tant qu'il a pas été jugé ou enfin qu'il n'a pas donné son. C'est clair. De toute façon, là, c'est dans les mains de la justice réellement. Après, voilà, mais ça fait 30 ans. Malsain de l'attaquer là-dessus quand on pense que le type qui est allé à Saint-Etienne, à Marseille, ça fait 30 ans qu'il est dans ses goals. À Lille, non mais je veux dire en tant qu'entraîneur, Saint-Etienne, Lille, Nice, il a sorti du centre de formation des petits jeunes, les 3/4 c'était des blacks ou des musulmans, enfin des gens de il faut dire la vérité, dans les centres de formation français, la majorité des joueurs qui sortent, voilà, c'est des blagues, des musulmans. Alors maintenant, attention, si effectivement il a émis l'hypothèse qu'un joueur qui fait le ramadan peut arriver un peu fatigué sur un match, je vois pas en quoi, parce qu'il faut quand même qu'on arrête un peu les conneries, quoi, je veux dire. C'est pas parce que tout le monde dirait que le type il est un petit peu plus fatigué parce qu'il a pas bouffé et il a pas bu, tout de suite tu dois te taxer de raciste et aller dégager moi tout parallèle, ça. Ça devient épouvantable, quoi. À Nantes, t'as Antoine Comboiré qui a pas hésité à écarter un joueur. Mais voilà. Justement. Après, moi, il y a eu hier soir d'ailleurs sur le canal au Canal Football Club, Nasri qui s'est pris la tête avec un chroniqueur par rapport à ça. Je pense que ça doit pas regarder, ça doit pas être une demande de l'entraîneur. Il doit pas demander est-ce que qui fait Ramadan, les gars. Ça doit. Mais par contre, si le joueur n'est pas performant, que tu le mettes sur le côté. Tu mets sur le côté. Je veux dire, aujourd'hui, dans le football, il y a tellement d'argent qui est engagé, etc. Tu es toujours obligé d'avoir une obligation de résultat, peut-être un coup fin. Forcément, tu sais, moi je me rappelle les filles au basket à Roquebrune, il y en avait quelques-unes qui faisaient le ramadan, elles avançaient pas, quoi. C'est juste un constat. Alors est-ce que tu es raciste parce que tu constates ça à un moment donné? Il faut arrêter les conneries, quoi. Non, après, je pense que. Oui, mais bon, à ce niveau-là, tu dois pas le dire. Après, on verra. Non, mais il l'a peut-être pas dit, on n'en sait rien d'ailleurs. Non, mais comme il dit Pascal, on verra la justice qui disent. Mais je pense que Nice avait une dent quand même un petit peu contre Galtier. Il y a dû avoir un départ qui ça s'est mal passé. Oui, après ça sort un an après. Alors il y a Dan qui nous marque, il est quand même foutu, ils l'ont cramé, et des choses sérieuses vont sortir. Oui, après tu peux être innocent et être cramé médiatiquement. Moi je sais qu'il s'entendait pas du tout avec Fournier et que c'est quand même un petit peu cousu de film. Là où je pense qu'il a raison, c'est que je pense que derrière ça, Galtier sera compliqué. Ouais, c'est une image ternie. Oui, c'est ça. De toute façon, même sortir de Paris, qui va, enfin maintenant il va retrouver un club. C'est peut-être pour le sortir de Paris, c'est même Paris qui a changé le truc s'il faut. Ça peut être un règlement de compte. Sincèrement, je pense pas qu'il y avait besoin de cette histoire pour que Galtier sorte de Paris cette année. On sentait très bien que c'était un petit peu terminé. Là, il a plus ou moins sauvé son honneur, on va dire, avec le deuxième match où il gagne à Nice. Moi, je pense que tous les entraîneurs, ils devraient même pas aller à Paris parce qu'ils se grillent. Aller à Paris, c'est se griller. Je crois qu'il est tombé de haut. Quand tu vois des mecs comme tous les entraîneurs qu'il y a eu à Paris, dont ceux qui gagnent maintenant, l'allemand Tuchel. Lui, c'est pas grave. D'ailleurs, il fait quand même Chelsea Bayern. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas grave. Je veux te dire qu'ils arrivent à Paris, ils sont soi-disant plus bons. Mais c'est tellement compliqué. Ils partent de Paris, ils gagnent. Donc c'est incroyable. Les gars, ils gagnent avant, ils arrivent à Paris, ils font plus. N'oublie pas Emery, Emery s'est barré, il a regagné la. Ah, bah la même année, la même année. Europa derrière. Tuchel et Emery ont gagné l'Europa. Vraiment, il y a un problème. Donc voilà. C'est sûr. Non, c'est très compliqué d'être. Je pense aujourd'hui. En fait, je pense que le problème, de toute façon, on va pas se mentir, le problème, il est
c'est pas les joueurs. Je pense que c'est plus haut. C'est le club. C'est le club qui a C'est la direction. Pour moi, c'est la tête. C'est la direction. Il est plus haut parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui tape sur la table en disant les patrons c'est nous et c'est pas les joueurs. Oui, c'est ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est les patrons, c'est les joueurs. Ouais, mais Nasser il pense qu'une chose c'est d'aller là-bas et il les frotte tous dans le dos avec Neymar, il leur fait la bise et pète un bouffin. Alors qu'à un moment donné, il doit lui tirer sur la boucle d'oreille de l'oreille gauche en lui disant oh Coco, t'as vu un petit peu les raldas que je t'envoie, alors tu vas un petit peu bouger ton cul. Le foot c'est pas que vendre des maillots quoi, tout simplement. Mais même tu as un patron, moi je dis que ça soit même des joueurs qui sont payés au prix où ils sont, Neymar, Mbappé et tout ça, l'entraîneur c'est le patron et vous faites ce qu'il dit. S'il te dit tu restes sur le mat, t'es sur le banc. Le club doit passer avant. C'est ça. Le problème de Paris, c'est que ce n'est pas une institution. C'était presque une institution avant les Qataris, c'est ça qui est bizarre. Mika, rappelle-toi de Neymar quand il était à Barcelone. Il s'est jamais permis tous les écarts qu'il a fait à Paris. Surtout, et alors qu'à Paris, il a un salaire qui est presque doublé par rapport à Barcelone et soi-disant, il est venu pour être ballon d'or. Il sera jamais ballon d'or. On parle des entraîneurs, mais Neymar au Barça, moi personnellement, il me faisait rêver. Il était monstrueux. Et là, maintenant, Neymar, c'est plus du tout le même. On a eu le cousin, franchement. On est arrivé au bout de l'émission, les amis. Jean Neymar. Voilà. J'en ai marre. Excellent. Envoyez la blague de merde là, c'est excellent. Il est content. Il est content. Voilà. Il a fait sa blague de merde, il est content. Dis-lui qu'il est content. Je suis content. Ça se voit. Je suis content. Les gens, quand ils sont venus arriver, ils se sont dit lui, il est content. Allez les amis, on se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines, peut-être plus. On sera là le 1er mai. On sera là ou pas 1er mai? Non, on sera pas là. 1er mai, 8 mai non plus. Donc rendez-vous le 15. Voilà, on se retrouve le 15 dans un mois, donc. dans pratiquement un mois pour le show, ça va faire drôle. On va avoir beaucoup de résultats. Bonne trêve à tous. Mais t'avais dit que tu la mettais s'il y avait des supporters marseillais qui l'a demandé. Il a dû recevoir un texto. Il chante en même temps. Ça béliné. Il est content. Il a mis son générique. Il est content. www.fmradio. Allez, bye bye à tous. Ciao. Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20. Toutes les semaines, Pop Rock Collection avec Eric, c'est sur votre radio.